Tendre et la nuit est un roman fracassant, difficile, Crépusculaire. qui n'a rien à voir avec Gatsby. Gatsby, si vous voulez, Gatsby, c'est la mécanique géniale. Gatsby, vous avez une première partie qui monte, une autre qui redescend, et chaque chapitre se reflète. Vous avez les chapitres du soleil qui vont se refléter dans les chapitres crépusculaires. Il y a une véritable symétrie. Tendre et la nuit, ce roman est bouleversant parce que c'est le roman d'une démolition. Et de ce fait, sa construction n'est pas parfaite. Ça part un peu dans tous les sens. On commence au Cap d'Antibes, on se retrouve des années plus tôt en Suisse, on repart au Cap d'Antibes, on va à Paris, sur les plages de la Somme, où on va sur les tombes des soldats morts pour les soldats américains morts pour la France. Enfin, on va partout, on a l'impression que on ne sait plus où on va, Dick, Nicole, et en fait, on se rend compte que c'est l'histoire d'un amour, et d'un amour qui va être détruit. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours voulu faire des choses qu'il ne fera jamais. Dick Diver est un psychiatre qui veut écrire, qui n'écrira jamais. Dick Diver est un père de famille qui a construit une véritable famille autour de sa femme, qui est le pivot, Nicole, et un jour tout cela sera détruit. Alors, on dit, mais c'est un mélange, je ne vais pas me mettre à expliquer Tendre et la nuit, pas d'abord parce que d'autres gens l'ont fait, des universitaires l'ont fait bien avant moi, mais Tendre et la nuit est un mélange. Quand on est un écrivain, on se met soi, on met sa personnalité, on met sa femme, on met tout, mais on met aussi ses amis. Et je pense que le couple Nicole et Dick Diver sont un doux mélange de Scott, Zelda, Sarah et Gérald Murphy. Et tout ça, c'est très simple. Tout simplement parce que Scott Fitzgerald est tombé amoureux des Murphy, du couple en entier. Que Scott et Zelda sont, je vous l'ai dit, le soleil noir de Gérald et Sarah. Donc, quand il écrit un livre qui se passe au Cap d'Antibes, exactement à l'endroit même où il a passé tant de temps avec les Murphy, il ne fait pas quelque chose de simpliste, il fait quelque chose de compliqué. Il se met en scène, il met en scène Zelda et il mélange tout cela avec ses tendres amis. Voyez-vous? Vous écrivez d'ailleurs à un moment donné, les Fitzgerald adorent les Murphy, ils voient en eux leur double en plus conventionnel, un couple doré qui fait fi de tout mais conserve certaines valeurs. Bien sûr, et Scott les appelait The Golden Couple, et au bout, parce que naturellement la vie des Murphy n'est pas exempte de drame, et ils vont être frappés de façon épouvantable, et Scott dira, mais la coupe d'or s'est brisée. Il a ce mot, il envoie un télégramme à Gérald et il lui dit la coupe d'or s'est brisée. Vous savez, il y a quelque chose d'Henry James là-dedans. Ouais. C'est totalement incroyable. Et vous savez, il y a un truc, là où je vous dis que Tendre et la nuit, c'est tellement les Murphy. Tendre et la nuit, c'est quand même l'histoire d'une petite starlette américaine qui s'appelle Rosemary Hoyt, qui tombe amoureuse d'un couple. Elle tombe amoureuse de Dick et Nicole Diver. Elle dit à sa mère, je suis amoureuse de Dick et Nicole. Comme Scott, comme Zelda, était fou amoureux de Sarah et Gérald. On ne peut pas dissocier Sarah de Gérald, d'accord? On ne peut pas. Ils ont des personnalités différentes, malgré leurs différences, et certaines d'entre elles qui sont révélées à la fin du livre, évidemment, qu'on ne verra pas maintenant. Mais on n'arrive pas à les dissocier. C'est pas possible. Ils sont trop l'un dans l'autre. Et c'est là où il y a cette scène dans Tendre et la nuit qui, moi, me bouleverse. À la fin de Tendre et la nuit, on peut le dire, de toute façon, c'est la démolition d'un mariage. Et Nicole et Dick vont se séparer. Et donc, elle sait qu'elle va le quitter. Elle l'a trompé, lui aussi. On est vraiment à la fin de l'histoire. On est quelques pages avant la fin. Et il y a ce moment, mais ce moment qui est tellement palpable. Ils sont dans la Villa Diana, qui est en fait la Villa America des Murphy, et il est à son atelier, et il est assis près de son atelier sur une chaise, et elle descend vers l'atelier, et elle s'approche de lui, elle le voit de dos, elle a envie de lui mettre la main sur l'épaule, elle a envie de lui parler. Ils ont 10 ans de vie commune, d'accord? Il l'a sauvé de la folie, il l'a soigné, elle a envie de lui parler,
elle est là, je veux dire, il suffirait d'un geste pour que tout recommence comme avant. Elle ne fait pas ce geste. Elle ne fait pas ce geste. Elle va partir et Dick va se dissoudre dans un espèce de rien du tout. On va apprendre qu'il est du côté de New York et puis je ne sais où, et puis je ne sais où. Enfin, ça se termine, Dick devient une espèce de point qui disparaît. Vous voyez? Et en fait, les Murphy, ce couple des Murphy a été un point d'ancrage. C'est ce couple-là, on aurait mis la main sur leur épaule. On aurait dit, reste jusqu'au bout, reste avec moi, aide-moi. Et que ce soit les Fitzgerald, que ce soit les Hemingway, que ce soit les Dos Passos, que ce soit n'importe qui. On a écrit sur les Murphy. Alors, il y a leur fille Honoria qui a écrit, qui a alimenté une certaine presse, il y a eu beaucoup d'articles, etc. Et Dos Passos, qui a été vraiment très proche d'eux, a écrit un livre magnifique. J'ai trouvé beaucoup de choses, mais Dos Passos l'a tellement dit, c'était un peu la source vive, vous voyez, un bonheur indécent. Sauf que comme les uns c'est et les indécent, autres, voilà. Il y a un destin tragique à un moment donné. La roue tourne. La roue tourne. Et vous savez, je vais vous dire un truc qui est très très drôle. En fait, quand j'ai fait beaucoup de recherches sur ce livre, des recherches qui étaient difficiles parce que c'est difficile d'aller chercher des choses sur un couple qui n'est pas très connu. Et en fait, quand vous lisez beaucoup, quand vous faites des recherches, vous êtes content d'arriver à la fin d'un ouvrage en vous disant, bon ben voilà, je prends un autre ouvrage et j'accumule mes informations. Et donc, j'ai fait ça et je m'arrêtais à 1929. Pour moi, le livre commençait en 1921 et s'arrêtait avec ce qui s'appelle le crash de 29. Et puis, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait autre chose derrière. Mais je n'y allais pas. Et comme si ça me faisait peur, je ne sais pas, c'était différent, c'était plus l'insouciance, c'était plus l'indécence, c'était plus le champagne, je n'y allais pas. Et puis, je me suis dit, si, va voir. Et là, ben, je suis entrée dans le domaine de l'émotion. Et ça m'a submergée. Et le livre, en fait, se termine en 1940 avec la mort de Scott Fitzgerald. Ça, on peut le dire parce qu'on n'invente rien. Mais j'ai été submergée par ce côté tellement fitzgeraldien du soleil, de l'insouciance, de la montée vers quelque chose d'extraordinaire, d'un crash épouvantable 1929, et à partir de là, c'est la ruine et la désolation pour tous les personnages de ce roman. Et à travers cette ruine et cette désolation, on se rend compte que ces gens-là sont terriblement humains. C'est pas des écrivains, des peintres, tout simplement, ce sont des hommes et des femmes. Et ça m'a bouleversée. Mais la deuxième partie du livre est effectivement extrêmement, tout à fait bouleversante. Le titre, Stéphanie Desor. Alors le titre, pourquoi ai-je osé ce titre? J'avais pensé à d'autres titres, j'avais pensé aux Étoiles de la Riviera, des choses un petit peu comme ça. Les Heureux du Monde, c'est fitzgeraldien. C'est tellement fitzgeraldien, mais avais-je le droit de le faire? C'est quand même la traduction d'un titre d'Edith Wharton, House of Mirth, que l'on a traduit en français chez Les Heureux du Monde. Bon, on ne me confond pas encore avec Edith Wharton, mais si cela se fait, je n'ai rien contre. Mais le titre est fitzgeraldien. Ces gens sont fitzgeraldiens. Ce sont des héros de romans, sauf que c'est leur vie. Et c'est ça ce que j'ai voulu raconter. Cette bande de gens incroyables, qui sont tellement talentueux, tous ensemble et tous séparément. Et en même temps, c'était très difficile parce qu'il ne fallait pas sombrer dans le cliché. Oui, absolument. Mais on ne pouvait pas sombrer dans le cliché à partir du moment où les Murphy étaient au centre de tout. Parce que ce sont eux qui font tout naître. Ce sont eux qui sont au cœur de tout. Ce sont eux qui font naître des univers. C'est incroyable de faire naître un univers, d'accord? De faire naître le bonheur quelque part, où que vous soyez, même en enfer. Parce que même en enfer, ils ont réussi à inventer le paradis. C'est totalement incroyable, c'est fascinant. Et c'est tellement touchant.
Et il y a tellement de force en eux. Et voilà, donc j'ai jamais été bouleversée par un livre que j'ai écrit, comme pour celui-là, jamais. Il y en a qui ont été plus faciles, il y en a qui ont été peut-être plus enlevés, il y en a qui m'ont fait plus rire. Il y en a qui ont été plus cyniques. Mais alors, bouleversant à ce point-là, jamais. Je veux dire, il y a un chapitre, vous savez lequel, on ne va pas le dire, mais il y a un chapitre qui est intenable, que j'ai écrit en pleurant. Stéphanie Desor, donc vous allez nous lire un passage que nous avons choisi ensemble. Je voudrais juste que vous recontextualisiez le passage en question, s'il vous plaît. J'avais peur que d'une chose, c'est que mon éditrice me le supprime. En fait, il était beaucoup plus long. Mais il veut tout dire. Et je lui ai dit, s'il te plaît, n'y touche pas. N'y touche pas. Et elle m'a répondu, mais j'ai touché à rien. Ne t'inquiète pas. Et je vous le dis. Il était une fois un prince et une princesse. Ils avaient 3 enfants délicieux. Ils vivaient dans un château au bord de la mer. Ils étaient beaux et heureux. Ils avaient quelque chose en plus, une magnificence intérieure. Ils rendaient merveilleuse la vie de ceux qui les approchaient. Sarah possédait le génie de l'éphémère. Elle était le charme incarné. Elle insufflait la magie à ses amis et révélait leurs talents créatifs. Ils l'ont tous représentée, décrite, aimée. Gérald, l'élégance de l'âme, le raffinement des manières, un peintre qui a choisi de se saborder. Un jour bien plus tard, on dira qu'il a inspiré un mouvement moderniste, le pop art. Un autre jour, il sera mort alors. Mais ses tableaux seront accrochés dans les plus grands musées au monde, entre les chefs-d'œuvre de Picasso et de Fernand Léger. Il était une fois un jeune homme brillant et talentueux. Il avait un talent fou. Son premier livre, L'Envers du paradis, était devenu la Bible des romantiques. C'était un héros byronien, un lieutenant yankee désenchanté. Il possédait la beauté des condamnés. Il voulait mourir sur une route escarpée au volant d'une petite voiture crapuleuse. Son dernier roman aurait été un chef-d'œuvre. Sa femme était une damnée, une merveilleuse damnée, au profil de camée, à la maigreur de lévrier. Elle portait des robes étincelantes, il rampait sous les tables, il fracassait les verres en cristal de bohème, il voulait scier les garçons de café en deux. Il buvait, bon Dieu, comme il buvait, on les aimait pour ça aussi. Il était une fois un grand fauve qui inventa une légende d'exil, de pêche en haute mer et de corrida. Il connut une vie sentimentale agitée, épousa des femmes incroyables, et puis, au soir de sa vie, juste avant de faire joujou avec un fusil de chasse, il rendit hommage à la première d'entre elles, décrivant avec une tendresse infinie leur amour, dans un livre posthume, Paris est une fête. C'était le plus grand écrivain, dit-on. Il y avait des yachts, des Rolls-Royce, des criques éblouissantes, il y avait des diamants gros comme le Ritz, il y avait des Amilcar, des Isotta, des Hispano-Suiza, il y avait des jarretières en diamants, des talons d'or et des sautoirs en perles fines. Il y avait du caviar, du klaxin, des cocktails incroyables. Les hommes étaient chics, les filles avaient la nuque rasée, des plumes d'autruche et des fumes cigarettes télescopiques. On croisait le Maharaja d'Indore à Monte-Carlo, Joséphine Baker jouait les vedettes dans les jardins du casino, Jean-Gabriel Domergue et Vandongen se mesuraient au backgammon. L'insouciance et la folie s'échappaient des ballets de Diaghilev. On restait des heures au soleil. C'était l'ère du jazz et du gin. Les derniers feux des étoiles mortes, on dansait jusqu'à l'aurore, on vivait à perdre haleine. On appelait ça les années folles, la plus grande bringue de l'histoire. Et la plage de la Garoupe, l'ombre odorante des pins, ce jaune citron intense des mimosas, se laisser conduire en voiture ouverte, l'air saturé de soleil. Ils sont pieds nus, les cheveux collés, la peau salée, short blanc et maillot de bain rayé. Ils se nomment Sarah, Gérald, Scott, Zelda, Ernest, Hadley, Pauline, Baut, Patrick, Bumby, Honoria, Scotty. Leur faculté d'être heureux est exceptionnelle. Ils saisissent la splendeur de l'instant, ils pouffent de ce bonheur qu'ils ont inventé. Cette lumière rose et bleue du cap d'Antibes au crépuscule. Ça a une sacrée gueule tout de même. Merci infiniment. Merci beaucoup Stéphanie Desor.